Mercure, épisode spécial. Je sais combien de Vincent. Comment hey! vas-tu? Salut tout le monde! Ça fait un petit bout qu'on s'est parlé, ça va super bien, toi? Ça fait un bail qu'on s'est parlé. On est un peu dans un contexte festif. On est quand même entre Noël et le jour de l'an, fait qu'on en profite un peu. T'étais avec l'idée de parler du AI, puis parce que chacun, on a, dans nos contextes professionnels et personnels, largement utilisé cet outil qui mystifie certains, puis d'autres boivent le Kool-Aid. Il y a plein de choses qui se disent qui sont vraies, il y a plein de choses qui se disent qui sont fausses. Donc, on va relater essentiellement un peu ce qu'on en fait dans notre travail, qui est sanctionné par nos employeurs respectifs, mais dans lequel on fait et comment on l'utilise à travers tout notre environnement et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Ouais, ben écoutez, depuis quelques années maintenant, on a accès à divers outils d'intelligence artificielle pour nous aider dans notre travail, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Mais dans le cadre professionnel, écoutez, l'endroit où on est rendu maintenant, c'est le temps de faire de l'exploration, c'est le temps de faire des essais, le temps de faire des erreurs. En fait, surtout déceler des erreurs, mais voir de quelle façon cette on va dire, nouvelle énergie-là, ce nouvel allié-là, ce wingman-là, Iceman, qu'on va l'appeler, peut venir justement nous aider à favoriser, à être un accélérateur, nous aider à bonifier un petit peu notre travail sans nous abrutir, bien entendu, parce que c'est un petit peu comme une caméra de recul. Du moment qu'on s'y habitue, du moment qu'on tombe sur une voiture qui n'a plus de caméra de recul, on peut devenir un petit peu niaiseux lorsqu'on fait des parkings de reculons. Alors, il faut juste rester vigilant dans ce contexte-là. Oui, j'aime bien ton analogie de l'automobile. Puis en plus, on en parlait un peu avant de commencer à enregistrer sur la conduite en hiver, comme tu passais justement avec une de tes filles qui utilise ton auto depuis peu de temps, et d'aller tester dans un stationnement comment l'auto réagit en hiver. Et moi, je l'ai fait énormément avec mon véhicule dans les premières années pour comprendre comment mon véhicule réagit en hiver, justement pour savoir l'utiliser correctement, savoir mes distances de freinage, connaître comment il réagit, et ainsi de suite, justement pour être un bon citoyen sur les routes et d'être plus prudent à savoir comment ça réagit. C'est un peu dans cette perspective-là aussi qu'il faut aborder l'intelligence artificielle, un peu comme tu le mentionnes. Il faut le tester, il faut le mettre à l'épreuve, il faut le brasser un peu pour savoir jusqu'où il va aller et savoir c'est quoi ses limites et que ce n'est pas magique, et justement d'en faire un bon usage. Moi, j'en fais un usage depuis 3 ans, depuis que ChatGPT a été lancé en novembre 2022, dans lequel tout est en grand énervement, ChatGPT 3.5, tout ce qui s'est passé. On est 3 ans plus tard et c'est beaucoup passé de choses. Il y a des concurrents qui sont apparus. Claude, Copilot, Gemini, panoplie d'autres, Mistral, DeepSeek, etc., des modèles open source et un paquet de choses. Fait que les choses ont énormément changé. Et on est rendu dans des contextes, d'un point de vue travail, je mentionnais que c'était sanctionné par nos employeurs respectifs. Copilot dans certains cas, ou Gemini dans d'autres, sont autorisés pour usage de travail avec des données d'un certain type, pas tous, mais d'un certain type. Et c'est l'occasion de pouvoir probablement tester un peu. Je pense que toi, dans ton cas, c'est plus Copilot dans lequel tu as eu à naviguer. Et je vais voir un peu ton expérience par rapport à ça. Ouais. Pour ne pas nommer mes employeurs, mais vous irez voir mon LinkedIn, comme d'habitude. C'est surtout Copilot qui est mis de l'avant, avec une déclinaison aussi ChatGPT 5, si je ne m'abuse, qu'on peut activer ou non. Écoutez, dans le contexte de mon travail, je dois, par exemple, je vais aller dans le vif du sujet, disons, produire un rapport, une analyse de risque, un avis de risque, un élément de reddition de conseil exécutif ou de tout simplement une réduction opérationnelle. Ma façon de travailler demeure la même. Pour éviter de m'abrutir, j'aime produire un premier draft du rapport. J'aime ensuite de ça me re-questionner. Proposer ensuite de ça, on va dire à Copilot, avec une série de critères, mon audience, l'objectif de la présentation,
des critères, on va dire, à haut niveau pour m'aider à revoir mon texte, me proposer peut-être des nouvelles structures, une autre chronologie, la façon dont je présente mes idées, le format de présentation. Écoutez, j'ai une lacune en format de présentation, je m'en fous, là. Je fais de très, très bons rapports, mais en termes de présentation, si je vous lis à haute voix, c'est nickel. Si je vous le présente sur papier, bof, ça va être la même idée, mais en termes de présentation, c'est fade. Ce n'est pas ma force, mais moi, la force, ce n'est pas la présentation, c'est l'idée que je véhicule au niveau du message. Mais j'ai beaucoup d'aide de la part de Copilot à ce niveau-là. Je passe mes critères, puis bien entendu, la règle du 80-20, je ne fais pas confiance à 100%. Je fais une dernière lecture, puis dans ma stratégie, ou plutôt dans ma tactique, parce que c'est pas plutôt stratégique, mais plutôt tactique, je définis 2 audiences. Une audience exécutive, une audience opérationnelle. Des fois, je peux faire un comparatif entre les messages, voir ce qui ressort de façon différente. Des fois, des éléments plus pertinents pour l'un que pour l'autre. Je fais ma visualisation, je fais mes corrections, je fais mes ajustements. Et puis, je fais une dernière proposition pour voir si jamais soit Copilot ou ChatGPT est là pour me faire plaisir, parce que ça m'est arrivé de reproduire le même document qu'on m'avait proposé par Copilot pour me changer le format du tout au tout pour amener une certaine vigilance, puis faire une dernière une validation humaine pour m'assurer que le bon message est passé, etc. Et que l'IA qui est là pour m'aider n'est pas là juste pour me faire plaisir, mais vraiment pour m'aider. Mot-clé, elle n'est pas là pour me faire plaisir, même si vous avez entendu dans certains contextes qu'à terme, l'IA, à force de vous connaître, cherche aussi à vous faire plaisir. Ce n'est pas un mythe, c'est des éléments de vécu, c'est un élément de vigilance. Ouais, ben ça, c'est intéressant. Puis moi, mon vécu est plus, j'utilise plus tout dépendant chez les clients où c'est sanctionné, c'est soit Copilot ou soit Gemini, tout dépendant de l'environnement dans lequel j'interviens chez les clients. Je préfère un peu plus Gemini que Copilot, je dois dire. En termes d'interaction, il est un peu plus souple. Puis il est encore d'avant un peu plus qu'il l'était il n'y a pas si longtemps, donc il y a quand même un certain avantage. Je le trouve plus intéressant à travailler dans cet environnement-là. Par ailleurs, j'ai peu eu à rencontrer le problème que ces agents-là veulent me plaire, puisque je n'ai pas de conversation avec eux. Je vais donner des ordres ou je leur demande, pas donner des ordres au sens où brutalement, mais je suis plus en est-ce que tu peux me faire ça? Et je vois le résultat, puis je ne suis pas en interaction avec. Parce que moi, je le traite pas comme un humain, si on veut. Même si j'ai une certaine forme dans ma façon de rédiger quand je m'adresse à l'intelligence artificielle qui demeure quand même poli et courtois, je ne m'adresse pas à un humain. Je m'adresse à une machine qui est censée me donner un résultat. Fait que je le calcule en résultat qui est retourné. Contrairement, disons, à notre conversation qu'on a, conversation humaine, il y a un échange, on a du plaisir, ces choses comme ça. C'est pas dans la même perspective qu'une conversation que je pourrais avoir avec toi, par exemple, que j'ai avec les AI. Les AI, c'est genre, j'ai besoin que tu me fasses ça. Fait que là, il sort quelque chose, là, je suis pas d'accord. Là, je l'essaie de l'amener où je veux. Et justement, de cette façon-là, ça m'est jamais arrivé qu'il tombe dans le piège de vouloir me plaire parce que je l'amène jamais dans une conversation qui pourrait potentiellement amener à vouloir dire ce que je veux entendre, finalement, essentiellement. Là. Non, écoute, t'as amené un bon point. Tu ne converses pas. En fait, c'est pas ton ami. C'est un outil. Il faut vraiment avoir ça comme un outil. Puis Nicolas a raison dans le dossier de l'IA. C'est pas notre nouvelle blonde, c'est pas votre nouveau chum. Faites attention. C'est pas un outil conversationnel. C'est vraiment un outil pour venir nous aider dans notre travail, être un accélérateur,
faire on va dire je dirais pas une montée en compétence, c'est pas le terme que je cherche, mais ça vient favoriser en fait un rehaussement justement du message. Ça vient nous aider à mettre en évidence justement les messages clés, le contexte, l'audience. Ça vient vraiment aider justement à rehausser la qualité du français, entre autres. Puis, dépendamment de l'audience, comme je disais tantôt, pour avoir fait des tests avec des documents très, très techniques, avec un message opérationnel, ramener ça à un message plus exécutif. Bien entendu, il faut connaître le sujet dont il est question dans le document pour éviter de tomber dans le piège ou si on connaît plus ou moins le sujet, on pense que le résumé exécutif va être excellent. Non, il faut connaître le sujet. Ça, c'est un élément extrêmement important. Quand je parle du 80-20 tantôt, c'est qu'il faut maîtriser 100% du sujet. Rendu dans la rédaction, c'est pas tout le monde qui est excellent dans la rédaction, mais en maîtrisant 100% du sujet, le 80-20 est facile à déceler dans le dossier, justement, du résultat pour apporter les petits ajustements, corrections, voire les coquilles, le cas échéant. Oui, ben c'est un peu comme tu mentionnes, c'est pas ton chum, c'est un wingman. J'aime bien cette façon-là. Genre justement, un copilote, là, c'est le meilleur terme qui a pu être utilisé pour ce genre de choses-là, nous amener ailleurs. Et de mon expérience, toutes les fois où tu pars d'un état vide à dire génère-moi un texte sur telle affaire, le résultat est généralement très décevant en termes de contenu où on veut aller. Et exactement comme tu le fais, moi je pars d'un draft. Donc j'ai mis mes idées sur papier virtuel. Et là, je dis OK, ben fais sens de ce que j'ai mis sur papier. Et en général, il va m'organiser mes idées un peu plus correctement. Meilleure structure, meilleur tout. Ce qui m'aurait pris peut-être une deuxième ou une troisième réécriture, normalement ce que je faisais avant. Il me sauve la deuxième et troisième réécriture en le faisant immédiatement, en remettant à l'endroit, en remettant des structurellement plus adéquats pour les gens qui ne sont pas dans ma tête, qui ne voient pas l'idée qui a été lancée directement sur papier. Donc, de mieux structurer les choses, mais il demeure que je pars d'une base robuste. Je ne pars pas du vide et crée-moi quelque chose. Il y a quelque chose, améliore-le. Donc, ça change énormément le rapport à ce que c'est. Puis, c'est pas de la conversation au sens où, genre, génère-moi le rapport du trimestre de machin. Non, c'est pas génère-moi. Voici le rapport du trimestre que j'ai pondu de ma tête. Maintenant, rends-le plus beau, un peu comme tu disais sur les présentations, tout c'est pas ta force. Ben, il va prendre tout le contenu robuste que tu proposes et il va en faire une présentation intéressante. J'ai déjà eu ces cas-là aussi. Et les présentations qui sortent sont franchement très intéressantes parce que la façon de synthétiser, elle est exceptionnelle. Me prendrait beaucoup plus de temps de synthétiser aussi bien avec ce degré de qualité-là que autre. Mais je maîtrise mon sujet, j'ai soumis le draft, il fait juste améliorer mon draft, mon brouillon. Il ne part pas de zéro. Et le plus gros problème qu'on voit actuellement, c'est que les gens partent de zéro. Ils ne veulent même pas travailler pour faire l'étape 1 qui est faire le draft. Là. De toute façon, on ne tombait pas dans ce piège-là. Plusieurs l'ont déjà fait. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous faire questionner. Vous ne serez pas en mesure de supporter l'information qui va être produite ou qui va ressortir justement de ce qui va avoir été produit par votre nouveau chum. Ah, disons-le comme ça. J'ai un bête exemple. Depuis à peu près 4 ou 5 ans, on voit dans le domaine des cégeps et universités des produits qui sont plagiés. En fait, on appelle ça du plagiat. Mais c'est des étudiants, on va dire, qui n'avaient pas le temps, hein, pour ne pas dire, je ne dirais pas un mot, je ne dirais pas fainéant. Ils ne voulaient pas prendre le temps. Ils ne voulaient pas prendre le temps, justement, de pondre leur essai et puis de se re-questionner, de
de le mettre plus en valeur, de le travailler, etc. Ils ont utilisé des outils d'IA générative justement pour pondre quelque chose, mais les IA génératives, qu'est-ce qu'elles font? Ben, si elles n'ont pas d'informations ou peu d'informations, vont regarder sur des essais déjà publiés sur Internet, vont trafiquer quelque peu l'information, mais ramènent la plupart du temps mot à mot ce qui a déjà été fait, ce qui constitue une forme, on n'appelle pas ça du plagiat, c'est un problème de droit d'auteur. Ça va quasiment du problème de droit d'auteur. En termes d'étudiants, on n'ira pas jusque-là parce que c'est un élément qui pourrait les amener en cours, mais d'un point de vue du professeur, c'est un événement qui peut amener justement à une note zéro, à une sanction. Mais bien sûr, si le professeur est en mesure de le déceler, alors tombez pas dans ces pièges-là. Le zéro contexte ne peut pas produire un résultat, on va dire, satisfaisant. Pas dans le monde professionnel, entre autres. Ben, tu ne peux pas créer à partir de zéro. C'est impossible. De toute façon, puis là, c'est intéressant parce que le AI a beaucoup énervé le monde artistique, notamment. Et avec le temps, et puis il faut se rendre compte que l'AI ne crée pas. L'AI ne fait que imiter d'autres choses, va être capable de remixer, mais ne crée pas. Il n'y a rien de nouveau qui émerge du AI, contrairement à ce que l'humain peut faire. Et là, je trouve ça très intéressant parce qu'il y a deux axes que tu as abordés, autant au niveau universitaire qu'au niveau professionnel. Au niveau universitaire, dans les cours que je donne, la façon de lutter, puis cette discussion-là, je l'ai déjà eue, notamment sur le podcast, mais pas exclusivement. La façon de le faire, c'est de commencer à poser des questions en oral. Fait que mes évaluations ne se font pas strictement ou ne font plus tellement sur des travaux écrits, mais se font sur des présentations orales dans lesquelles je vais questionner. Fait que là, c'est là où la maîtrise du sujet devient essentielle. Et s'il n'y a pas de maîtrise, à l'oral, ça paraît vite. Ça paraît très vite. Et les gens deviennent rouges très vite également. Donc, on les place, mais je ne leur réserve pas la surprise à la fin de la session de dire « Ah, je vais vous poser quelque chose comme ça ». Mais je les avertis d'avance que si vous n'êtes pas prêts, je vais vous coincer à la fin. Fait que soyez prêts, maîtrisez vos sujets. Et la maîtrise d'un sujet, c'est pas juste se faire garocher un texte perdu. Et ça, c'est du côté universitaire. J'ai également des enfants qui sont rendus à l'université. Donc, je suis en train de voir comment ils naviguent là-dedans et comment ça se fait. Puis c'est très intéressant de voir comment les choses évoluent et comment les humains se placent là-dedans et comment tout ça se fait. Fait ça, j'ai hâte de voir comment ça va progresser. Mais comme enseignant, je me place comme ça. D'un point de vue professionnel, puis ça, on en a beaucoup parlé. On est tous les deux dans des professions qui exigent un très grand niveau de rigueur et de maîtrise du sujet. Et on ne se fait pas faire des examens oraux comme on le fait à l'université, mais il faut qu'on soit capable de défendre en rencontre devant un public très exigeant, généralement de gestionnaires, de hauts gestionnaires, qui vont nous poser des questions, qui vont nous challenger sur ce qu'on nous écrit, qu'on nous produisons, soit dans les courriels ou dans des documents, dans des notes, peu importe la nature des documents qu'on dépose, on va se faire challenger. Fait que si on n'est pas en maîtrise du sujet qu'on a mis sur papier, ça va être un moment un peu désagréable. Alors, case départ, comme Nicolas dit, Nicolas fait justement un contrôle à l'oral. Savez-vous quoi? Dans le monde professionnel, les rapports que vous allez présenter, les décisions que vous allez recommander, vous allez encore avoir un contrôle à l'oral. Après 1 an d'expérience, après 30 ans, après 40 ans d'expérience. Donc, le contrôle à l'oral, on n'y échappe pas. Qu'il y ait eu une assistance, un support de l'intelligence artificielle ou tout simplement un support, on va dire, un support de documents de référence que vous avez appris par cœur. Le support, en fait, l'exercice à l'oral, le challenge à l'oral va survenir à un moment. Il y a des moments où ça va passer dans le beurre. Bien entendu, ça arrive quand c'est éloquent. Mais il y a un moment donné où il y a un ou une gestionnaire qui aime challenger. Et en passant, ça arrive 99,99% du temps. C'est brutal quand t'es pas prêt, là.
Puis ils sont bons, puis ils sont bonnes en passant. Moi, dans ma carrière, un de mes bons gestionnaires que j'ai eu qui a eu une bonne influence sur ma carrière, je vais le nommer Marc, sans nommer son nom de famille. Préparez-vous toujours à la question du journaliste. Il y aura toujours un journaliste qui sort du lot, qui est perspicace, qui a fait ses recherches et son seul but, c'est de vous coincer. C'est pas de vous coincer pour vous taper sur les doigts, c'est de vous coincer pour vous mettre sur un piédestal si vous êtes en mesure de bien répondre à la question, parce que l'article va être soit bénéfique ou néfaste. Voyez-le comme ça. Il y aura toujours le journaliste qui est là pour vous challenger. La fameuse question du journal. Oui, je te trouve intéressant de le voir comme ça. De toute façon, moi, je l'aborde sur le fait que j'ai eu des gestionnaires, puis ça depuis longtemps, qui sont très exigeants. Et quand je leur dépose un document qu'ils doivent eux-mêmes défendre face à leur propre gestionnaire, fait que, on est quand même à 2 paliers. Puis c'est souvent ça qui arrive. C'est surtout quand on commence au travail, les documents qu'on remet à notre palier supérieur, ce palier supérieur prend notre document et lui-même doit le présenter au palier qui lui est supérieur ou à le comité de ses pairs ou ainsi de suite. Donc, il faut que cette personne-là soit capable de maîtriser le document, maîtriser le document et nécessairement, comme l'écrit est imparfait à certains égards, va poser des questions pour parfaire sa connaissance sur le document qu'on lui dépose. Et c'est là où ça commence à faire mal et c'est là que la confiance se détériore avec notre supérieur immédiat. C'est que si on n'est pas capable de répondre aux questions sur le sujet qu'on a présenté et qui donne l'apparence qu'on est en pleine maîtrise. Et c'est là où l'AI est un piège parce que l'AI va donner, la façon d'écrire du AI donne l'impression qu'on est en pleine maîtrise du sujet. Qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas en maîtrise du sujet. Et le gestionnaire qui va le lire dans la perspective où c'est celui qui a soumis le document, pas le AI, celui qui a soumis le document qui est en maîtrise du sujet. Et il va questionner la personne qui a soumis le document. Donc, si vous ne maîtrisez pas votre sujet, là, vous allez être coincé. Mais coincé grave parce que vous ne maîtrisez pas le document, vous ne maîtrisez pas la matière, vous ne maîtrisez rien. Et là, la confiance va se détériorer avec votre patron. Et quand la confiance se détériore, c'est pour une carrière, surtout en début de carrière, c'est pas top. Parce que ensuite, ça va être très difficile de reconstruire cette confiance. Prenez pas de chance un peu poche. Affichez vos choses, travaillez pour de vrai. Ça fait pas mal de travailler pour de vrai, hein, par ailleurs. Là, on a quand même 30, 35 ans d'expérience de travail. On n'est pas mort, ça va, on est capable de s'en sortir. Puis d'avancer avec ça, puis fait que c'est vraiment le volet très, très important. Puis là, on va retourner un peu plus sur l'AI lui-même, plus que sur le mauvais usage. Puis c'est la question que je vais te poser justement parce que c'est un élément. Moi, je mentionne que je ne converse pas avec le AI parce que ça m'énerve. C'est ça trop long. Puis ça m'énerve, littéralement. Je préfère donner des directives claires à la machine pour que la machine retourne un peu comme un programmeur va faire ces choses. Toi, comment tu abordes justement le prompting, le prompt engineer, ou peu importe comment on va nommer ça maintenant, comment tu l'amènes à ce qui te donne les résultats probants le plus rapidement possible sans que tu doives négocier avec lui comme un enfant de 5 ans? Là? Ah, écoute, le seul prompt que je fais, puis j'adore ça dans la version de copilote que j'ai parce que c'est comme un moteur de recherche. Là, quand on tape la même recherche, il le garde en mémoire. Là. Moi, c'est bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, c'est le vouvoiement en partant. C'est bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Il va toujours me répondre la même chose. Est-ce une journée chargée ou une journée relaxe? Je ne réponds jamais à ça. Je démarre avec le vouvoiement, puis après ça, paf. Je pars avec mes instructions, avec ma question, ce que je suis en train de faire, l'objectif que je veux atteindre, mes critères, justement, si j'ai des critères bien précis, à ajouter, à exclure, peu importe. Le format, bien entendu, toujours le format dans lequel je le veux. Est-ce que je veux un format dans le contexte du dialogue qu'on a là? Est-ce que je veux qu'il me génère un document? Moi, c'est toujours le format est très bien important. La limitation, j'ai des limitations aussi. Je n'ai pas envie d'une extrapolation à pu finir.
Pourquoi? Parce que quand il va terminer, l'AI va faire l'énumération des sources sur lesquelles il a validé, puis je vais être obligé d'aller voir c'est quoi ces sources-là. Fait que moi, ça devient, à un moment donné, sur un 5 minutes où je veux un résultat, avec un 3 heures, il faut que je regarde les sources qui est allé valider. Ça, c'est un autre élément. Il faut les regarder, les sources, parce que des fois, ils donnent des mauvaises sources, puis c'est déjà arrivé. Là. C'est vrai. Puis au-delà des hallucinations dans le contenu du texte, il va aussi halluciner dans les références qu'il donne, même s'il y avait des URL. Allez consulter les URL qu'il vous donne en référence, parce que vous seriez surpris à quel point il peut faire n'importe quoi avec des références. C'est l'asile. Faites attention, le domaine d'activité pour lequel vous demandez l'aide de l'AI pour vous aider. Dans un contexte de droit, de loi, de risque, en fait, dans un contexte, on va dire, où il y a des régulateurs. Faites bien attention justement aux résultats qu'ils vous donnent, parce que les lois et règlements sont différentes d'un pays à l'autre. Donc, les sources, si les sources proviennent d'un pays où les lois et règlements diffèrent en fait de celles du Canada et du Québec, le texte peut vous paraître vraiment wow. Par contre, le résultat que vous allez présenter pour une gestion en vue d'une prise de décision pourrait justement s'avérer peut-être très bonne, mais peut-être aussi erronée ou, on va dire, overkill là, dans le dossier là, sur lequel vous présentez le sujet. Là. Notamment, j'aime ça que tu amènes le droit légal, l'aspect légal de ça. C'est sûr que c'est seulement les cas qui ont échoué qui font les médias, mais depuis 3 ans, on a quand même un très grand nombre de cas où des avocats ont utilisé l'intelligence artificielle et qui ont cité des jurisprudences qui n'existent pas, qui ont cité des jugements qui n'existent pas. Et on ne parle pas dans des contextes où, au Québec ou au Canada, on est en plus en périphérie des données d'entraînement. On parle aux États-Unis, qui sont dans le cœur même de la tornade de l'entraînement. Donc, les données juridiques américaines sont vraiment au cœur même des données d'entraînement. Même ça, il sort des jurisprudences qui n'existent pas, mais ça revient sur la base. Si vous faites créer 100% de votre travail par le AI, ça va être 100% une œuvre de fiction. Fait que si vous voulez une œuvre de fiction, pas de problème. Mais une œuvre de fiction dans une cour de justice ou pour un décideur qui prend une décision sérieuse dans l'entreprise, c'est pas super top. C'est le décideur ou le juge qui reçoit le document ne s'attend pas à une œuvre de fiction. Il s'attend à quelque chose qui est appuyé dans des faits et dans le réel. Donc, il faut être un peu prudent de ce côté-là, justement, pour aller chercher ça. Puis, pour ce que j'ai dans mon entourage, ce qui me confirme, c'est 100% de la fiction d'un point de vue juridique, mais d'un point de vue risque, d'un point de vue, et peu que tu sois aux États-Unis, au Canada, en France, en Europe, peu importe, c'est toujours de la fiction qui sort de là, des systèmes publics. Puis là, on est dans un contexte où on parle des systèmes publics, puis il faut faire très attention parce que là, comme nous, on parle notamment chez des employeurs et chez mes clients, où j'utilise un AI qui est dans leur environnement. Ce n'est pas un copilote public que tu utilises. Tu utilises un copilote dans un environnement contrôlé par un contrat, puis c'est très différent. Puis si j'ai oublié de le mentionner au début, quand je dis que j'utilise Gemini ou copilote, ou comme tu utilises copilote, c'est dans l'environnement contrôlé par l'entreprise. C'est pas le copilote qu'on a sur Internet, qu'on paye 20$ par mois et qu'on est content. Là. Je préfère spécifier. Faut pas que vous partiez et commencez à utiliser ça avec des données d'entreprise sur le copilote public ou de ChatGPT, parce que ça c'est non. Là. Je fais de la parenthèse. Là. C'est rester dans l'environnement contrôlé qui est autorisé par votre employeur pour ces données-là. Là. En résumé, peu importe les AI que vous utilisez justement pour rehausser vos textes, mettre en évidence, ajouter certains critères, on va toujours vous proposer, l'AI va toujours vous proposer une série de référentiels sur lesquels il s'est basé, lesquels vous devez valider. À l'inverse, l'AI n'existe pas. Qu'est-ce que nous, on faisait avant? C'est lorsqu'on présentait un rapport, on était toujours basé sur une forme de référentiel, justement,
pour notre démarche de production de rapport. C'est le même scénario pour l'AI. Donc, si vous êtes en maîtrise de votre sujet, vous connaissez vos organes régulateurs, que ce soit Maestro, que ce soit l'ISACA, que ce soit COBIT, que ce soit l'Ordre des comptables agréés, etc. Tout ça sont des organes régulateurs qui ont des chartes, des démarches, des limitations. Quand vous produisez justement du reporting, une reddition, un résultat, une proposition, une recommandation, vous l'avez toujours fait selon votre corpus dans l'encadrement. L'AI fait la même chose, même que l'AI vous propose à la fin c'est quoi son encadrement. Allez vous assurer que l'encadrement est un encadrement qui est dans la portée du message que vous voulez émettre, dans les droits et législations, justement, on va dire de la zone géographique, c'est nono ce que je veux dire, mais si on vous amène de quoi je sais pas moi, du Luxembourg ou du Japon ou de la Chine, ça n'a pas d'incidence ici, ou peut-être qu'il y a une équivalence, mais faites attention aux références parce que vous le feriez dans le cadre de votre travail sans l'utilisation de l'AI. L'AI vous le propose. Donc, vous met à disposition son encadrement. À vous aussi de le vérifier. C'est long, c'est chiant, c'est plate, mais des fois, c'est pas très long à valider. Puis, déjà qu'on économise du temps avec le AI, parce que si je reprends l'exemple que j'ai, c'est si je prends un rapport long, va me prendre une semaine à écrire, rechercher, réécrire, mettre propre et à déposer. Donc, je prends une semaine de travail pour le faire. Le AI va me permettre de couper à peu près entre la moitié et le tiers. C'est-à-dire que ça va me prendre soit 2,5 jours, à peu près 3 jours de travail humain et le restant est compensé par le AI. Donc, je sauve quand même du temps, mais je travaille quand même. Et là, le danger, puis un peu ce que tu mentionnes, c'est que les gens vont vouloir économiser jusqu'au point où ils veulent mettre à travail zéro. Puis je pense que un des plus gros pièges qu'on voit, c'est celui-ci, parce que il faut relire ce qui sort, il faut prendre le temps. C'est comme un peu fou parce que, puis c'est l'aspect pour moi qui me dépasse un peu parce que je suis fier du travail que je dépose. Le travail que je dépose, puis je l'ai mentionné, c'est mon nom qui est associé. Même s'il est écrit par du AI, c'est mon nom qui est associé après, là. Fait que si je reçois un blast de marde parce que mon document n'est pas bon, c'est pas le AI qui va recevoir le blast de marde, là. C'est moi. C'est moi au niveau de ma réputation professionnelle, mon employabilité sur le marché, là. Dire, c'est pas le fun, là. Puis, des fois, ça arrive que je reçois des commentaires négatifs sur les documents que je fais parce que les gens ne sont pas seulement d'accord avec la position que j'ai prise, puis ça l'arrive, mais ça demeure pas un blast de marde parce que j'ai fait un travail de marde. Fait que, tu sais, c'est ma réputation qui va coûter. Puis si on revient l'exemple des avocats qui ont déposé des documents à la Cour qui étaient médiocres, il y en a qui ont reçu des amendes monétaires, il y en a qui ont été pénalisés par le barreau. Il y a des conséquences à faire ça, puis les gens ne semblent pas comprendre. Il y a comme le lien entre genre, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas grave. Non, c'est ton nom. Là, d'où Nicolas et moi, on vient. Nos pères, en fait, pas nos pères, mais on va dire nos supérieurs, faisaient un petit travail de revue avec un document qui s'appelait les notes de revue. Écoutez, les AI avec qui vous conversez, avec qui vous collaborez, ou plutôt les AI qui collaborent avec vous, il n'y a absolument rien qui vous empêche de lui faire des notes de revue. Je l'ai déjà fait. Savez-vous quoi? Un document avec une référence qui n'a rien à voir avec loi et règlement canadiens, mais plutôt d'un autre pays, où je l'ai renoté là-dessus. Puis Léa n'a pas eu le choix de me dire que les références canadiennes n'étaient pas publiques ou disponibles. Fine, j'ai fait mes propres recherches, mais pour le même type de travail, avec la note de revue que j'ai faite,
Copilot, mais jamais revenu avec une idéologie de dire réutilise donc la référence que je t'ai faite la dernière fois que tu n'as pas aimé. Non, c'est l'équivalent d'une note de revue. Il est là pour apprendre également. Là. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas de le reprendre, de lui indiquer certains éléments que vous appréciez moins. Pour l'avoir déjà fait. Puis, savez-vous quoi? À 99%, ça fonctionne. Ça fonctionne. Si la réponse n'est pas disponible, ben, il y a le franc écrit, parce que pas c'est pas parlé, mais il y a le franc écrit de me dire que des fois, la référence n'est pas disponible ou il y aurait une disponibilité, mais c'est pas accessible à cause des limitations de la licence ou peu importe. Là. Oui, puis c'est intéressant ce que tu amènes parce que ça met en lumière le fonctionnement de ces interfaces-là. La première chose, c'est que. Puis deux, la maîtrise du sujet est importante là-dedans si je suis capable de corriger les AI. Là. Oui, c'est comme avoir un stagiaire. De toute façon, moi, je suis rendu. Moi c'est un enfant de 5 ans. Pour moi, travailler avec les AI, c'est travailler avec un enfant de 5 ans là, qui écrit bien, mais ça demeure un enfant de 5 ans. Fait que c'est ceux qui ont été parents, là, ceux qui sont encore parents puis qui ont eu des enfants de 5 ans, là, négocier avec un enfant de 5 ans, là, c'est assez wild. Fait que c'est comme, des fois, négocier avec les AI, c'est comme négocier avec un enfant de 5 ans. Bref. Il faut comprendre la fenêtre d'interprétation du AI. Et ce que tu mentionnes est intéressant parce que le AI n'est pas un engin de recherche. Il y a des capacités dans certains cas d'engin de recherche, pas de licence. Des fois, c'est accessible, des fois, ça ne l'est pas. L'exemple le plus évident d'engin de recherche, c'est Perplexité, qui est vraiment basé sur le principe d'un engin de recherche. Et il donne des références, il fonctionne comme ça. Donc, lui, il a une capacité réelle d'aller chercher, de t'appuyer. Maintenant, Google fait la même chose en entrée de jeu. Il y en a un paquet qui maintenant le font. Ça l'ajoute à la fenêtre de contexte d'interprétation du AI. Donc, il était capable de t'aider avec des données un peu plus fraîches. Mais sinon, il reste dans ta fenêtre d'interprétation de ce que tu lui donnes. Fait que, de dire qu'il va être capable de comprendre les lois québécoises, canadiennes, même américaines à certains égards, c'est un peu fou de penser que quelque chose qui parle a nécessairement la compréhension de. C'est comme de demander à n'importe qui sur la rue, est-ce que tu connaîtrais, dans le fond, quand vous promptez l'intelligence artificielle, c'est comme si vous prenez un kidam sur la rue puis vous commencez à lui poser des questions sur le droit américain. Il va vous regarder un peu comme un chevreuil parce que je ne suis pas sûr qu'il nécessairement comprend. Si vous êtes chanceux, il va peut-être trouver justement sur les bons éléments du droit américain puis il va vous aider. Qui-Gon Jinn a cité dans le premier Star Wars, The ability to speak does not make you intelligent. Tout à fait. Hey, c'est merveilleux, ça. Je l'ai réutilisé parce que, effectivement, pas parce que l'AI a parlé qu'il est intelligent. Faut démêler les deux. Et l'autre aspect, si vous voulez vraiment qu'il soit capable de vous aider dans un contexte très pointu, on parlait du droit, mais dans nos professions spécifiques, le droit est très peu présent finalement, mais il y a beaucoup d'autres éléments contextuels spécifiques à ce qu'on doit analyser et est à l'intérieur de celui-ci. Donner le document de référence pour la mettre dans la fenêtre de contexte d'analyse du AI, les résultats vont être beaucoup meilleurs que si vous le laissez aller. Parce que c'est une belle machine à parler, à produire des mots. C'est pas une belle machine à faire de la recherche ou de l'indexation. C'est pas une belle machine à faire de l'analyse complexe sur des données qu'il maîtrise peut-être plus ou moins. Mais du moment que vous lui donnez l'information, donc si vous avez une loi en spécifique, si vous avez un contexte, vous avez une jurisprudence, vous avez un document qui met vraiment la table, puis c'est pour ça que les résultats que j'obtiens quand je fais mon premier draft sont meilleurs parce que je lui donne de la matière à travailler. Et c'est là où il devient très bon, mais pas à partir de zéro. Donc, comme c'est comme toi, c'est comme si je vais te poser une question dans ton domaine d'expertise, je vais m'attendre à ce que tu me donnes une réponse qui est proche de la vérité ou très, très excellente. Je ne peux pas m'attendre à ça du AI, mais en même temps, c'est comme les gens s'attendent comme s'ils te posaient la question à toi, d'avoir la même réponse du AI. C'est comme, ça vient d'où cette perception-là que le AI est aussi bon que, disons, comme toi ou d'autres experts dans des domaines spécifiques? Ça n'a aucun sens, ça. Tu as dit le contexte? Non, mais c'est bon ce que tu viens de dire. Dans les cas quand on est en mesure, dépendamment de votre licence, vous pouvez charger des fichiers, d'autres non, mais peu importe.
pour l'avoir testé, je vais juste faire une petite tranche d'expérience ici. Je l'ai faite. J'avais un avis de risque à poser. J'avais une mise en contexte. J'avais un petit peu de données. Puis, j'avais pas beaucoup de temps. Alors, j'ai proposé justement un code de référence Maestro pour les risques que j'ai chargé. Et puis, j'ai chargé ce qu'on appelle le COBIT 4.1. Le COBIT 4.1 pour les contrôles généraux informatiques. Je parle du COBIT 4.1 parce que le 4 et le 4.1, je l'ai beaucoup adoré parce qu'il était très, on va dire, directif. Opération, sécurité, gestion de changement, c'était très clair, c'était très tabloïd, très linéaire. Moi, j'adorais ça. Et puis, j'ai exposé quelques critères de l'avis de risque que je voulais produire, des éléments d'information que j'étais en mesure d'avoir en termes de volumétrie de X, volumétrie de Y et Z pour ne pas le mentionner. Et puis, le contexte du pourquoi je voulais l'avis de risque. Oh, c'est devenu très, très, très carré, très cadré. Fait que j'avais un 99% d'ouvrages de sortie d'informations, on va dire, hautement probantes. Quelques petits éléments de régulation, on va dire PCI DSS dans le contexte ici, là, que ça ne me tentait pas d'embarquer là-dedans pour ne pas polluer ou je ne sais pas, me retrouver avec un AI beaucoup trop engagé avec 200 jours pour analyser, etc. Fait que le PCI DSS, je savais que c'était problématique, fait que je n'avais pas besoin d'y dire, mais je voulais d'autres petits éléments, on va dire, aggravants ou favorisants. Fait qu'à 99%, j'avais déjà mon idée sur, un, ma recommandation puis mon résultat, mais deux, ça m'a aidé justement à venir bâtir, etc. Mais l'encadrement était là, puis c'était dans un contexte québécois, canadien, loi reconnue, référentiels internationaux, fait que je ne pouvais pas dégager. J'avais une volumétrie. C'était hyper simple ensuite de ça de bisouner, on va dire, mes idées, puis d'être capable de dire au VP, voici ce que je te recommande. Tu as l'option A à risque, qui est permissible, et l'option B, où tout le monde dort sur ses deux oreilles, mais tu vas déplier les dollars. Puis point barre, puis voilà. Oui, c'est intéressant. Puis c'est un très bel exemple de ce que je mentionnais justement, de donner suffisamment de contexte, de ne pas partir de zéro, puis de ne pas présumer qu'il sait de quoi on parle et de l'aider à comprendre de quoi on va parler. On va le retrouver souvent aussi dans des contextes de ce qu'on appelle le RAG, c'est-à-dire qu'il y a déjà une base de référence qui lui est fournie, qui l'alimente de base, donc dans des environnements ou dans des enveloppes plus fermées. Puis je l'ai pas vu dans un contexte professionnel. Ils ont développé des RAG qui étaient vraiment faits spécifiquement pour ça, pour l'avoir testé soit dans un contexte on-prem ou soit dans un contexte avec les gros modèles. Ça donne des résultats beaucoup plus probants, beaucoup plus intéressants, au même sens qu'on donne un contexte à une situation et à ce moment-là, on est capable de poser des questions et d'interagir avec une base de connaissances beaucoup plus précise et d'arriver avec des résultats beaucoup plus précis. Mais on revient encore, puis tu l'as mentionné, je le répète, faut maîtriser le sujet dans lequel on intervient avec. C'est pas ton chum, c'est un peu d'homme comme machine. Il faut maîtriser le sujet parce que un des éléments qui est dans mes textes, c'est plutôt rare, je le vois passer, mais ça arrive. Des fois, il va partir sur des délires. Et on ne sait jamais quand il va halluciner des choses. On mentionnait du fait qu'il va citer des références juridiques qui n'existent pas. Ça, c'en est un cas. Ça est largement documenté, publicisé dessous. Mais dans un contexte plus micro dans lequel on travaille, des fois, ça va être une phrase qui va halluciner, puis celle-là va changer complètement le sens du travail qu'on dépose. Il faut être très vigilant à ce genre de choses-là parce que, puis moi, dans mon prompting, je n'ai jamais réussi à limiter ça. Je touche du bois, j'étais chanceux parce que c'est rare que ça arrive, mais justement parce que c'est rare que ça arrive comme un radar sur la route pour intercepter la vitesse. On ne sait pas il est où, on ne sait pas quand il est là. Fait qu'on est toujours un peu nerveux, toujours prudent, mais je suis toujours très prudent par rapport à ce que je fais parce que je ne sais jamais et je ne sais pas où il va halluciner et sur quoi il va halluciner.
Puis c'est ultra aléatoire. J'espère qu'un jour ils vont régler, mais pour le moment. En fait, on va conclure là-dessus. Ce que Nicolas est en train de dire sur les fameuses hallucinations, je vois ça sur les fameuses discriminations. Certains d'entre vous, dans le domaine du risque, ont entendu parler du fameux risque de modèle. Sachez qu'on est en territoire québécois. Notre régulateur, entre autres, c'est l'AMF. L'AMF s'intéresse à l'intelligence artificielle, l'intelligence générative. Il y a éventuellement une directive qui va sortir. Il y a le fameux risque de modèle que certains d'entre vous ont entendu parler, où des modèles vont justement être introduits pour favoriser l'accélération de la génération d'informations, etc. Ce qui ressort le plus possible, c'est les éléments sexistes, discriminatoires. Présentement, quand Nicolas dit d'être vigilant, de regarder les hallucinations, des fois, il y a des hallucinations discriminatoires qui sont très peu perceptibles dans vos textes. Faites attention à ça parce que c'est, souvenez-vous, un podcast que nous avons fait, si je ne me trompe pas, en 2017 ou 2018, où Amazon entraînait dans son entraînement d'intelligence artificielle, écoute, podcast, je ne me souviens plus quel numéro, avec notre ancienne équipe. La French Connection. La French Connection. J'avais fait justement une petite allusion. C'est vraiment une bonne mémoire au système RH pour l'entraînement, puis il l'avait utilisé dans la vie réelle où les CV des femmes étaient automatiquement exclus parce que le département pour lequel ils cherchaient justement un ou une employée était composé à 90% d'hommes. Ce qui fait que l'intelligence artificielle avait décelé que c'est les femmes qu'elle devrait rejeter pour ne favoriser que les hommes en termes de CV pour le tri. C'est complètement fou parce que tu fais référence à c'était ce qu'on appelait du machine learning à l'époque, sur du AI non génératif, qui a pris toute la place maintenant. Puis effectivement, on avait déjà des problèmes à cette époque-là de biais qui s'installaient dans les modèles. Tu ramènes des vieilles affaires. C'est le fun de ramener ces affaires-là, parce que comme quoi on pense que le AI depuis 3 ans, c'est nouveau. Tout ça. Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Puis effectivement, même chose pour la détection des images, il y avait des biais raciaux qui étaient dans la détection de visage. Il y a beaucoup d'espace aux biais dans les différents modèles, que ce soit génératif ou pas. Et effectivement, dans les textes qu'on produit à l'aide de ça, effectivement, c'est un danger réel et probablement sous-estimé à bien des égards. Amazon, à l'époque, avait fait son mea culpa parce qu'elle avait fait une conférence de presse où avait signifié un certain intérêt à la presse à ce sujet-là pour corriger la situation, bien entendu. Étant donné que c'est une compagnie cotée en bourse, bon, tant mieux, on fait leur mea culpa. Souvenez-vous de la première itération Microsoft, où après 2 jours, elle avait proposé justement à certaines personnes de se suicider, étant donné, mais encore là, écoutez, on n'a pas tout le contexte. Mais oui, Nicolas dit que j'ai une bonne mémoire, c'est vrai que j'ai une bonne mémoire. Microsoft avait eu la mauvaise idée justement de mettre, on va dire, à l'encan son intelligence artificielle pour que l'univers connu puisse l'entraîner, bien entendu. L'être humain étant ce qu'il était, n'est pas tous bons et gentils. Donc, les pas gentils ont gagné. Donc, ils ont tiré sur la plug après 2-3 jours parce que ça n'avait pas de sens. Mais écoutez, essai, erreur, c'est quand même des belles mécaniques, là, mais c'est quand même des événements de prise de conscience. Oui, puis je vais réitérer ce que je disais. Je vais dire en entrée, puis c'est dans le fond, c'est comme ça que je vais conclure, faire la boucle. Sur le fait que c'est comme un auto, il faut la tester. C'est utile. On a tous des autos, on est toujours très content d'avoir un auto, ça nous permet de déplacer, c'est un outil dans nos vies qui est très intéressant, mais il faut le maîtriser, il faut le connaître. Et l'automobile, il faut avoir un permis avant de l'utiliser, justement pour s'assurer qu'on a une maîtrise
adéquate de l'outil en question avant de l'utiliser. Il y a beaucoup d'autres choses dans nos sociétés occidentales, pas tous les pays, mais pas des sociétés occidentales où on a besoin de permis avant de faire certaines activités qui sont plus à risque. Et le AI est un bel exemple de cette nécessité-là de maîtriser l'objet, l'outil, avant d'aller plus loin parce que ça va tendance à créer des biais importants, ça va tendance à créer des situations problématiques. Et quand on ne maîtrise pas, on va se mettre dans l'embarras. Puis de plus en plus, puis là, on ne parle même pas de l'abrutissement des gens, puis des affaires-là. On parle vraiment juste le fait que vous allez mettre votre nom sur le travail d'une machine sur laquelle vous n'avez même pas vérifié. Moi, quand je supervisais des travaux, je ne faisais jamais ça. Je lisais au complet avant d'autoriser puis d'envoyer vers le haut parce que c'est quand même mon nom qui est fait. C'est comme ça a été oublié. Donc, de bien maîtriser l'objet, ça fait longtemps qu'il y a des problèmes. Ça fait longtemps qu'on l'observe. Puis, de très bonne mémoire, justement, on ramène de plus vieux événements qui étaient problématiques, qui sont encore problématiques maintenant. Mais maîtriser. Si vous gagnez 10% de gain dans votre travail, tant mieux. Vous avez déjà 10% de gain sur votre travail. On peut tous aller chercher des gains, mais on ne sera pas remplacé par ça. Et si vous maîtrisez puis vous êtes capable d'aller chercher les gains nécessaires, bien, vous avez justement un avantage intéressant. Et ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire, mais aller chercher les gains que vous. C'est pas demain matin que votre Iceman va vous accompagner dans une guerre. Par contre, dans votre stratégie, dans votre tactique, c'est un bon allié. Utilisez-le comme allié. Cependant, vous êtes le dernier à prendre des décisions. Sachez, pour le moment, ça va prendre encore quelques mois. N'oubliez pas que c'est vous qui prenez la décision finale et que vous êtes imputable pour la décision que vous prenez. Ça va encore prendre quelques mois, quelques années avant, effectivement, qu'on ait on va dire un quasi-égo. Donc, un wingman à part entière, presque. Mais c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Un Robin. Ouais, un Robin. Non, moi, je veux pas un Robin. Moi, je veux un Iceman. Bon, bref, on termine là-dessus. Moi, je veux pas de collant jaune. Non, effectivement. Puis Robin, c'est un drôle de chose. Bref, on remet ça. On a pris trop de temps. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas enregistré. On va remettre ça parce qu'à chaque fois, c'est toujours des conversations super intéressantes. Joyeux Noël. On s'en reparle bientôt.